J'ai intitulé cette présentation « Changement climatique, menaces ou opportunités pour les Deux-Sèvres ». C'est vrai que c'est un sujet qui nous pose tous les jours un petit peu plus de questions. On peut avoir la tentation d'examiner ce sujet comme un ensemble de catastrophes annoncées, et je pense que c'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut avoir un regard équilibré et comprendre que dans cette évolution du climat que l'on constate déjà et qui va se poursuivre, il y a effectivement des dimensions qui nous interrogent, pour ne pas dire qui nous préoccupent, mais il y a également aussi un ensemble d'opportunités qu'il faut savoir mettre en valeur. Donc dans un premier temps, on va essayer de regarder si l'on voit en France et dans le département des Deux-Sèvres des évolutions significatives nous permettant de conclure que le climat est en train de changer. Je commence avec cette photographie de vignoble parce que j'imagine que vous êtes un grand nombre dans la salle à savoir que s'il y a bien un révélateur de l'évolution du climat qui est assez manifeste, c'est l'exemple des dates de vendange. Effectivement, dans l'ensemble des vignobles français, on constate depuis une trentaine d'années un avancement d'une quinzaine ou d'une vingtaine de jours des dates de vendange, des dates de début de vendange. Ce phénomène s'explique simplement par le fait que la température accélère le cycle de développement des cultures. Et la vigne est une culture pérenne, elle est soumise à ce phénomène d'augmentation des températures et elle réagit à ça en arrivant à maturité physiologique plus rapidement. Et vous voyez sur cette courbe l'évolution de la date de début de vendange d'un vignoble assez réputé et pas très éloigné du département des Deux-Sèvres, qui est le vignoble du Cognacet. Et vous voyez quand on analyse les données qu'on a un avancement qui est quasiment équivalent à une semaine par décennie. Vous remarquez tout de suite une chose qu'on va retrouver en permanence dans un certain nombre de graphes que je présenterai, à savoir que les évolutions ne sont pas régulières, elles ne sont pas sans à-coups. Il y a des hauts, des pics, il y a des bas, des creux. Et ça correspond à ce qu'on appelle la variabilité interannuelle, c'est-à-dire que dans une tendance de long terme qui est une tendance au réchauffement et qui se traduit pour la vigne par l'avancement des dates de vendange, et ben, dans cette tendance générale, il y a quand même des années qui restent un peu fraîches et qui se traduiraient ici par des points hauts, et des années particulièrement chaudes et qui se traduiraient ici par des points bas. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez en 2003 et en 2011 les deux valeurs les plus précoces de date de vendange sur ce vignoble. Autrement dit, on comprend déjà que pour examiner ce phénomène, il faut le faire sur des durées suffisantes pour que ces à-coups, cette variabilité ne perturbe pas la perception des tendances. Il est un autre révélateur du changement climatique chez la vigne qui est peut-être un peu moins connu du grand public, c'est celui de la teneur en sucre des raisins à la récolte, à la maturité physiologique, laquelle teneur en sucre détermine ce qu'on appelle le titre alcoométrique, ou si vous voulez, le degré en alcool. Eh bien, sur le même vignoble, on voit qu'au cours des dernières décennies, le titre alcoométrique a régulièrement grimpé d'une valeur de plus 0,5 degrés par décennie, c'est-à-dire tous les 10 ans, avec les mêmes phénomènes de bas et de haut que l'on voyait tout à l'heure sur les dates de vendange. Et sachez que sur l'ensemble des vignobles français, les vins ont pris à peu près 2 degrés de titre alcoométrique en une trentaine d'années. Donc là où vous trouviez, il y a une trentaine d'années, des vins commercialisés à 10,5, 11, 11,5 degrés, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de vins en dessous de 12,5, voire 13 degrés, si ce n'est un peu plus. Donc voilà un deuxième révélateur de l'augmentation des températures que nous connaissons depuis quelques décennies. La vigne n'est pas le seul révélateur de l'augmentation des températures. Il y a une autre culture, et qui n'est pas anecdotique en France, qui révèle ce phénomène, c'est le blé tendre. Et la façon dont le blé tendre a révélé le changement climatique a été mise à jour par un travail conduit par l'INRA en 2010 et qui a examiné les rendements de l'ensemble des départements français depuis le moment où on a les services statistiques déployés sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire un petit peu après-guerre. Et on a
constaté, je vous donne ici l'exemple dans le département des Deux-Sèvres, on a constaté que depuis le milieu des années 90, le rendement en blé tendre qui précédemment augmentait, on va dire en raison de la technicité, de l'augmentation de technicité et de l'amélioration variétale, eh bien on a constaté que ce rendement s'est mis à plafonner. Alors vous pourriez me dire, c'est peut-être un phénomène propre de Sèvres, ou peut-être y a-t-il un ingénieur statisticien qui a changé de méthode et ça a introduit une sorte d'artefact. Pas du tout. Si on regarde la même chose sur l'ensemble des départements français, donc plusieurs millions d'hectares pour ce qui concerne le blé tendre, eh bien on s'aperçoit qu'on retrouve exactement cette même trajectoire. Et l'analyse qui a été faite par l'INRA en 2010 de ce phénomène a conclu que les coups de chaud, ce qu'on appelle nous les stress thermiques, les coups de chaud de fin de cycle cultural du blé, au mois de juin en gros, qui entraînent un phénomène qu'on appelle l'échaudage thermique. En gros, c'est un problème d'accumulation d'amidon dans les grains de blé. Et bien, ces phénomènes devenant de plus en plus récurrents ont fini par plafonner le rendement du blé. Et ces phénomènes de coups de chaud expliquent pour moitié ce phénomène. Il y a d'autres raisons agronomiques qui sont en cause. Donc vous voyez que des cultures non pérennes, ici c'est une culture annuelle, révèlent également ce phénomène d'augmentation de la température. Je reviens sur une culture pérenne, et ici je suis sur des fleurs de pommier. Alors je sors un petit peu de la région, mais pas de beaucoup, je vais à Angers, et j'examine la façon dont la date de floraison a évolué au cours des dernières décennies sur le pommier. Alors il s'agit ici d'un suivi qui est fait sur un verger expérimental dans lequel les conditions d'observation sont maintenues constantes et très rigoureuses sur l'ensemble de l'historique d'observation. Et je constate que, bon an, mal an, malgré des dates de floraison un peu plus tardives correspondant à des printemps frais et malgré des dates de floraison un peu plus précoces correspondant à des printemps chauds, la tendance générale est à l'avancement des dates de floraison à une vitesse que vous voyez affichée et qui est de l'ordre de 2 jours par décennie. Alors quand on examine ces indicateurs, en fait on examine la façon dont les plantes révèlent l'évolution du climat et en particulier l'évolution de la température, indépendamment de ce que peuvent faire les hommes et, dans le cas qui nous concerne, les agriculteurs. Mais quand on creuse un peu la question, on se rend compte qu'il y a aussi des décisions d'agriculteurs qui commencent à être affectées par l'évolution du climat. Et c'est le cas des dates de semis en maïs dans la région Poitou-Charentes, enfin ancienne région Poitou-Charentes. On constate, quand on fait un travail d'enquête pour récupérer ces dates de semis, qui sont souvent consignées par les agriculteurs dans leur carnet, on constate, en travaillant sur un échantillon suffisamment important, que les dates de semis ont été avancées de pas loin d'une semaine par décennie au cours des 20 dernières années ou un peu plus. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir que, en fait, quand les maïsiculteurs ont commencé ce mouvement, ils l'ont pas fait en ayant conscience du fait que c'était le changement climatique qui était à l'œuvre. Ils l'ont fait simplement, je dirais, par pragmatisme dans le cadre de la conduite culturelle année après année, réalisant que les printemps étaient de plus en plus précoces, ou les sorties d'hiver de plus en plus précoces. Ils avaient la possibilité de semer de plus en plus tôt pour essayer de viser des rendements de plus en plus importants. Donc c'est très intéressant de voir par rapport aux informations qu'on a examinées précédemment que le changement climatique, ou en tout cas l'évolution de la température en particulier, est révélé par les plantes en elles-mêmes, mais peut aussi être révélé ou commencer à être révélé par des modifications dans les façons de faire des acteurs économiques, ici des agriculteurs. Évidemment, l'agriculture n'est pas le seul domaine dans lequel on peut commencer à voir l'empreinte du changement climatique. Évidemment, nous, c'est notre terrain d'exercice, donc on concentre particulièrement l'observation dans ce domaine. Mais dès qu'on s'intéresse à d'autres milieux et à d'autres environnements, on voit des choses tout à fait impressionnantes. Alors je vais vous en donner 3 exemples.
Et vous verrez qu'il concerne l'agriculture, mais il ne concerne pas que l'agriculture. Vous reconnaissez ici l'estuaire de la Gironde. Voilà la façon dont la température de l'eau de l'estuaire de la Gironde a évolué depuis 1900, un peu plus que 75. C'est un suivi qui est fait dans le cadre du suivi environnemental lié à la centrale du Blayais, avec des données qui sont fournies par Ifremer. Et vous voyez que sur du long terme, la température de l'estuaire de la Gironde a augmenté, et ce qui s'explique par deux facteurs combinés: l'augmentation de la température de l'air, qui bien sûr se traduit par une augmentation de la température de l'eau, et en même temps une diminution du débit de la Garonne, que je ne vous présente pas là, mais qui est constatée. Et la masse d'eau étant moindre, eh bien, l'effet d'augmentation de température est plus important. Et vous comprenez bien qu'il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée par l'évolution de la température donc de la Garonne et de la Dordogne, puisqu'on parle ici de la Gironde au droit de la centrale du Blayais. Pour ceux qui pratiquent un peu les sports de montagne, vous reconnaîtrez peut-être ici la silhouette, la photo est ancienne, hein, 1857, vous reconnaîtrez peut-être ici la silhouette, alors non pas du sommet des Pyrénées, mais c'est juste à côté, c'est la Maladeta et non pas l'Aneto. Donc c'est le plus grand glacier pyrénéen qui est en Val d'Aran, donc dans les Pyrénées espagnoles, mais pas très loin de la frontière française. Voilà l'étendue du glacier de la Maladeta au milieu du 19e siècle. Et voici, 150 ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, l'étendue de ce glacier, avec une photo qui est cadrée exactement de la même manière et prise exactement du même point, et qui vous montre l'importance du retrait du glacier. Je vous rappelle que les glaciers dans les massifs montagneux ne se forment pas du tout comme la banquise sur l'océan. Un glacier, ce n'est pas de l'eau qui gèle, c'est de l'accumulation de neige qui, par compression, se transforme en glace. Et il faut 10 mm de neige, de précipitation neigeuse, pour faire 1 mm de glace. Il y a un rapport de 1 à 10. Et ces glaciers sont des stockages temporaires d'eau, puisqu'ils assurent un soutien d'étiage des cours d'eau pendant les périodes d'étiage, fin de printemps, été. Ils alimentent les cours d'eau. Et vous comprenez aisément qu'à partir du moment où ces masses glaciaires se réduisent, eh bien, leur fonction de soutien d'étiage, forcément, s'altère, s'amenuise. Et les glaciers pyrénéens, à l'horizon de quelques années pour certains, et quelques décennies pour les plus gros, celui-ci étant le plus grand de tous, sont amenés à disparaître complètement, en raison de l'augmentation de la température. Et puis, dernier exemple d'évolution qui est assez connu, c'est celui de la chenille processionnaire du pin, qui était totalement inconnue dans les latitudes intermédiaires de la France ou au nord de la France il y a quelques années ou quelques décennies. Il y a une organisation qui s'assure du suivi du front de progression de la chenille processionnaire du pin. Ici, le zoom est fait sur, on va dire, le sud du bassin parisien. Vous voyez Orléans en bas et Paris en haut. Et vous voyez les années qui figurent la limite septentrionale à laquelle on a observé la chenille processionnaire du pin. Et ce qui permet la progression de la chenille dans cette direction-là, c'est l'augmentation de la température. Alors, qu'y a-t-il derrière ces révélateurs, qui sont tous des révélateurs biologiques ou biophysiques ou humains? Dans ceux qu'on a regardés, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais il y a une augmentation de la température. Alors, je vous présente ici l'augmentation de la température à Niort. Il se trouve qu'on dispose d'un historique sur des durées assez importantes, vous voyez, un peu avant le début des années 60. Alors, les climatologues ont des usages un peu particuliers qu'il faut apprendre à maîtriser, mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Au lieu d'exprimer les températures en degrés, sur l'échelle des ordonnées, sur l'échelle verticale, hein, l'échelle de gauche, on ne les exprime pas en valeur, on les exprime en écart par rapport à une référence. Et ici, je vais vous le dire visuellement, la référence doit être la moyenne 81-2010. Donc on calcule la température moyenne annuelle à Niort sur les 30 années qui vont de 1981 à 2010, ce qu'on appelle une normale, c'est un peu la référence si vous voulez. Et ensuite, la température de chaque année est exprimée en écart par rapport à cette référence. Ça ne change rien à l'allure du graphe, à sa pente et au message qu'il y a derrière. Ça change simplement les valeurs sur l'axe vertical à gauche. Et donc on voit à Niort ce que l'on voit dans tout un tas de villes françaises, là où on a des historiques importants, c'est qu'on voit une augmentation
d'à peu près, on est entre -1 et -1,5 et on arrive en fin de série à presque 0,5. Donc on a pris entre 1,5 et 2 degrés à Niort au cours des 50-60 dernières années. 2 degrés au cours des 50 dernières années. D'accord ? Pour que vous mettiez ça en comparaison de ce que vous entendez émanant des médias, typiquement les engagements COP, etc. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Niort est-elle une exception française ? Non. Quand on fait le même travail sur une trentaine de stations en France métropolitaine considérées comme représentatives, eh bien on arrive à reconstruire une trajectoire de ce type-là. On dispose d'historiques suffisamment profonds pour le faire depuis le début du XXe siècle, même un petit peu avant en réalité. Et on constate qu'en France, si l'on regarde les choses à l'échelle d'un siècle, on a une augmentation d'à peu près 1 degré. Si l'on regarde les choses à l'échelle des 50-60 dernières années, on a une pente d'à peu près 2 degrés par siècle. La vitesse est différente, c'est pour ça que la courbe se redresse, ce qui correspond à la vitesse qu'on a vue tout à l'heure pour Niort. Et si l'on examine les choses en démarrant simplement dans les années 70-80, on a une vitesse de réchauffement qui est comprise entre 3 et 4 degrés par siècle. Donc il y a un phénomène d'accélération du réchauffement qui est maintenant tout à fait établi, qui ne se rencontre pas que en France, qui se rencontre aussi à l'échelle mondiale, mais de manière différente suivant les endroits où on se trouve, et qui forcément nous préoccupe quant à l'évolution des prochaines décennies. Parce que la machine climatique mondiale, c'est un peu un gros paquebot, et sur les températures, vous avez assez rarement des inversions, même vous n'avez jamais des inversions brutales sur une période de quelques années. Et vous voyez au cours des années écoulées, 2011 a été, c'est le point bleu qui est juste sous le zéro de 2015, a été un record à l'époque. 2013 a été un record. Pardon, 2003, c'est le point bleu qui est sous le zéro du gros chiffre rouge 2015. 2003, l'année de la canicule, a été un record en température moyenne annuelle en France. 2011 a été un record, 2014 a été un record, et 2015 n'a pas été un record en France, ça a été un record à l'échelle mondiale, mais on n'a pas été loin du record quand même, en température moyenne annuelle. Donc vous voyez qu'on a une espèce de talent à battre les records qui ferait rêver un athlète olympique, sauf que là, la médaille à gagner n'est pas forcément une médaille d'or. Quand on examine comment ce réchauffement se distribue en France, sur une période qui couvre en gros la deuxième moitié du XXe siècle, vous voyez, c'est calculé entre 1950 et 2006. Les périodes changent tout le temps parce que les gens qui se lancent dans ces travaux le font à un moment donné. Donc en gros, vous avez un résultat qui est à jour au moment où l'étude est faite. Et puis si 10 ans après, quelqu'un refait la même étude, avec peut-être une méthodologie améliorée, eh bien, la période de calcul va différer un peu, mais ça ne change rien au sens du signal. Donc vous constatez tout de suite que d'abord la France se réchauffe partout. Il n'y a pas de zone de refroidissement. Ce qui est vert correspond simplement à une vitesse de réchauffement un peu inférieure à 2 degrés par siècle. Et ce qui est rouge correspond à une vitesse de réchauffement de pas tout à fait 3 degrés par siècle sur les 50 dernières années du XXe siècle. Si on avait fait le même calcul sur la période 1970 aujourd'hui, les valeurs auraient été plus élevées. Là, on est sur une cinquantaine d'années. Et les Deux-Sèvres là-dedans sont un peu en milieu de peloton, puisqu'on est dans la gamme jaune-orange. Donc le département des Deux-Sèvres se situe à peu près au niveau des valeurs 2,3 à 2,4 degrés par siècle sur les 50-60 dernières années. Mais par contre, l'évolution est plus rapide si on fait un calcul simplement depuis 1970 ou 1980. Pourquoi y a-t-il des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres ? Si vous regardez où elles sont situées au nord ou au nord-est de reliefs, alors de reliefs importants ou de reliefs moins importants. Et vous voyez en particulier le sud-ouest donc, qui est concerné par les Pyrénées, le nord du Massif central concerné par le Massif central et le nord des Alpes. En fait, on a un phénomène de renforcement de ce qu'on appelle les circulations de sud-ouest. Et donc, il y a des phénomènes que vous devez connaître qui s'appellent le FEUN et qui entraînent des surréchauffements liés à des précipitations qui se trouvent au vent des reliefs. Et donc, dans ces régions-là, le réchauffement, quand on le mesure à l'année, est globalement plus marqué. Donc, vous voyez que
quel que soit votre secteur d'activité, hein, que vous soyez dans le logement, dans le tourisme, dans les transports, dans l'agriculture, eh bien avoir la connaissance de ces vitesses de réchauffement qui diffèrent un peu d'une région française à l'autre peut vous amener peut-être à considérer la situation comme plus urgente ou nécessitant plus rapidement des adaptations, par exemple, que si vous êtes dans une zone où vous pensez que le réchauffement est un peu moins rapide. Ceci dit, je répète que le réchauffement concerne toute la France métropolitaine, et pas que métropolitaine d'ailleurs. On a beaucoup parlé de température, parlons maintenant d'eau. S'il y a bien une ressource qui concerne les activités humaines, c'est bien l'eau. Eh bien, côté précipitation, exprimé en cumul annuel, hein, c'est assez commode, il se passe qu'il ne se passe rien. On peut le dire comme ça. On regarde ici le cumul annuel des précipitations à Niort depuis un peu plus de 60 ans. Il y a beaucoup de bruit, ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire de la variabilité. Il peut y avoir des écarts entre années assez importants, du simple au quadruple quasiment. Oui, je vois l'échelle des ordonnées et je pense que ce sont des cumuls saisonniers et non pas des cumuls annuels. Donc, petite confusion sur un graphique, mais le message reste le même. Je pense que ça doit être un cumul printanier ou un cumul estival, vu les valeurs. On n'a pas d'évolution des cumuls de précipitations en cumul annuel sur Niort pris comme exemple, contrairement aux températures qui, elles, montrent un signal d'évolution très fort. Quand on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde ce qui se passe sur l'ensemble de l'Europe et de l'Afrique du Nord, eh bien, on voit un schéma qui est maintenant assez bien compris par les climatologues. Il s'agit d'observation, hein. C'est un travail qui a été fait par le Met Office, c'est-à-dire l'homologue britannique de Météo France, et qui fait apparaître que le nord de l'Europe reçoit davantage de précipitations qu'autrefois. C'est la raison pour laquelle les carrés sont verts. Plus ils sont verts foncés, plus ce sont des accroissements de précipitations. Le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique du Nord, reçoivent moins de précipitations qu'autrefois. Et puis il y a une zone entre les deux, forcément, hein, si ça s'accroît au nord et ça baisse au sud, entre les deux, ça ne bouge pas. Et Niort est à peu près dans ces latitudes-là, ce n'est pas la seule ville en France, hein, où pour le moment on n'a pas de signal perceptible sur les précipitations. Donc quand vous entendez quelqu'un vous dire les précipitations n'évoluent pas pour le moment en cumul annuel, donc il n'y a pas d'évolution du climat, vous pourrez maintenant, si vous ne le saviez pas déjà, répondre. Effectivement, pas d'évolution sur les précipitations, mais il y en a sur les températures. Tout ne bouge pas forcément en même temps. Alors pour finir ce passage en revue des évolutions climatiques constatées, hein, on n'a fait que regarder dans le rétroviseur, on n'a pas regardé l'avenir pour le moment. Je vais vous présenter une petite animation élaborée à partir d'observations, hein, c'est pas de l'image de synthèse. Hein. Une animation élaborée par des ingénieurs de la NASA, comme quoi les impôts des contribuables américains peuvent nous servir aussi à nous pour nous informer, et qui vous présente la façon dont la température du globe a évolué depuis la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant de démarrer l'animation qui dure 20 secondes, deux informations. L'échelle, comme tout à l'heure, est représentée en anomalie, c'est-à-dire en écart à une référence, pour gommer les effets tropiques chauds et pôles froids. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de la température. Et en bas, vous voyez à chaque fois un couple d'années, et l'intervalle fait 5 ans. En fait, c'est un simple lissage de la trajectoire pour vous éviter des effets visuels d'à-coups, comme sur une courbe, quand il y a des hauts et des bas et qu'on veut faire un lissage, une courbe de population, une courbe de trafic routier, ce que vous voulez, le cours du blé et je ne sais quoi d'autre, on fait un lissage quinquennal, décennal, etc. C'est le même principe. Si j'arrive à... Voilà. Donc le temps que le fichier, voilà, que le fichier s'ouvre. Donc passe devant vos yeux 130 ans ou 140 ans d'évolution des températures à la surface du globe. Vous voyez tout de suite que le phénomène n'est pas homogène, hein. Le globe ne se réchauffe pas de façon identique en tous les points du globe.
Et vous voyez autre chose, c'est qu'à partir des années 70-80, comme on l'a vu sur le graphe concernant la France tout à l'heure, vous avez vu que le phénomène de coloration jaune et rouge, qui correspond aux températures les plus élevées, se manifeste particulièrement à partir des années 70-80. Donc ça correspond au même phénomène d'accélération. Alors, simplement, voilà. Pour conclure ce premier temps de présentation, le changement climatique, ça s'observe. Alors quand j'écris ça, ça veut dire qu'il est là et on le voit et on le constate, on le quantifie. Vous voyez qu'il y a des variables qui bougent, la température, d'autres non, pas encore. Donc ça se voit, voilà, de fait, c'est factuel. Mais quand je dis le changement climatique, ça s'observe, je sous-entends aussi, il faut apprendre à l'observer. Vous voyez qu'on a mobilisé des séries longues. Vous voyez que nous, dans notre secteur d'activité, on va aller chercher des indicateurs agricoles et d'autres secteurs d'activité pourront peut-être aller chercher d'autres types d'indicateurs qui, nous, au premier degré, ne nous concernent pas directement. Et c'est le deuxième point qui me semble important à vous faire comprendre, c'est que chaque secteur d'activité peut avoir son propre langage sur le changement climatique et sur l'observation du changement climatique. Vous avez par exemple dans le domaine du tourisme un indice qui s'appelle l'indice de confort thermique et qui permet d'apprécier, en fonction des températures maximales de l'été, si une région est attractive, parce qu'on reste dans des gammes sympathiques, mais genre la serviette et la plage, mais pas caniculaires, eh bien vous construisez un indicateur de confort thermique sur la base d'observation pour un dispositif destiné au tourisme, comme nous, on a construit des indicateurs d'échaudage et de je ne sais quoi d'autre pour l'agriculture. Donc cet exercice d'observation, il peut être différencié par secteur d'activité. On a fait cet effort-là et on le regrette pas parce que ça nous donne une lisibilité sur les évolutions déjà constatées ou constatables. Et que dire de ces observations? Elles ne sont pas suffisantes pour l'action. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nos élus agricoles soient capables, uniquement sur la base de ces observations, de dire dans 10 ans, il faut faire ça. Mais avant que de commencer à construire des pistes d'adaptation et d'atténuation, on en dira 2 mots plus tard, évidemment, eh bien, avoir une image, en fait un film, puisque c'est sur plusieurs décennies, donc en fait c'est un film qu'il faut reconstruire. Avoir cette image de la façon la plus fidèle possible, la mieux adaptée possible à un secteur d'activité, c'est déjà une façon de prendre conscience de la réalité des choses, des ordres de grandeur, des filières concernées ou moins concernées, des écarts que l'on peut constater entre aujourd'hui et il y a 20 ou 30 ans. Donc en fait, alors je ne vais pas employer l'expression du thermomètre parce qu'elle est, pour ce sujet-là, elle est un peu trop évidente, mais ça consiste vraiment à prendre la mesure. À prendre la mesure. Donc c'est ça qu'il faut attendre de l'observation. Et puis, je dirais, ça a un côté factuel, extrêmement démonstratif, et qui peut permettre aussi de communiquer et d'échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément très familières du sujet ou qui ne sont pas spécialistes du sujet.